Re-salut! Aujourd'hui, je démarre un vlog dans lequel je viendrai vérifier si on peut réellement se fier aux recommandations de Booktube. Chaque année, on est submergé par une vague de vidéos meilleure lecture de 2022, des livres à lire absolument, et c'est merveilleux, c'est une merveilleuse source de recommandations. C'est tellement facile d'avoir envie de lire un livre quand on voit quelqu'un l'adorer, mais la question c'est, quand ce sera notre tour de les lire, est-ce qu'on va les adorer? Est-ce que les livres que les booktubers adorent sont bons? Ok, ça c'est la partie dramatique du titre parce que je trouve ça plus accrocheur. Mais la réalité de l'expérience, c'est plutôt, est-ce que je suis compatible avec mes booktubers préférés? Est-ce que je vais être capable de trouver des coups de cœur dans leurs coups de cœur? Et je tiens à dire que si on n'est pas compatible, c'est pas grave. Moi, il y a tellement de mes livres préférés que je suis certaine que beaucoup de gens détesteraient. C'est pas grave. On aime ce qu'on aime, on n'aime pas ce qu'on n'aime pas, c'est tout. Donc, dans la première partie de ce concept, je vous avais présenté ma wishlist déterminée par les livres adorés par Booktube en 2022. Et là, nous sommes dans la deuxième partie où je lis les livres pour lesquels vous avez voté. Et vous êtes gentils. Vous avez absolument pas voté pour des pavés, n'est-ce pas? Donc, je vais vous présenter ma pile à lire pour ce vlog. C'est possible que je ne lise pas tous les livres parce que ça va dépendre de combien de temps me prennent certains d'entre eux. Et quand je dis certains d'entre eux, je parle entre autres de La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski. C'est le premier titre de ce vlog. C'était une recommandation de la chaîne de Paper Palace et Karine de Mon Coin Lecture, mais c'est un livre que j'ai vu beaucoup de gens adorer en général. Et je me souhaite bon courage pour le lire, parce que je l'ai commencé avant de commencer ce vlog pour prendre un peu d'avance, et c'est le livre avec la taille de police la plus minuscule que je n'ai jamais lu de ma vie. C'est chiant à lire. J'allais dire que c'était pas la faute de l'histoire d'être chiante, mais l'histoire est un peu chiante aussi, mais il y a du positif. Je vous en reparle plus tard. Le deuxième livre que je lirai, c'est Babel de R.F. Kuang. C'est définitivement le titre que j'ai vu dans le plus de top 10 cette année. Et quand il était présent dans un top 10, habituellement, il était numéro 1. Donc, mes attentes sont hautes, surtout que j'avais lu le premier tome de Poppy War, j'avais donné 5 étoiles. Donc, je pense que je vais aimer, mais je suis vraiment intimidée. C'est un sacré livre très intellectuel, très gros. Je sais pas quel pourcentage de mon cerveau je vais devoir dédier à cette lecture, mais bonne chance à moi. Pour ce qui est du troisième livre, ce sera Twin Crowns de Catherine Doyle. C'est une fantaisie jeune adulte qui a récemment été traduite en français et qui a été recommandée sur la chaîne de About Estelle. Et je dois avouer que c'est un peu injuste pour moi de l'inclure dans cette vidéo, parce que je pense pas que c'est un livre que Estelle me recommanderait à moi. Genre, je pense pas que c'est un livre que j'ai un gros potentiel d'adorer. Mais j'ai envie de le lire. J'ai envie de le lire et j'ai une assez bonne relation avec Estelle pour qu'elle sache que même si j'aime pas, c'est zéro personnel. Par contre, si j'adore ça, ça va être une belle surprise dans ce vlog. Un autre livre pour lequel vous avez voté en grand nombre, c'est Piranèse de Susanna Clark, qui est d'ailleurs une autre recommandation de la chaîne Paper Palace. Donc si elle regarde cette vidéo aujourd'hui, je suis désolée de te faire passer au test autant. Mais je tiens à remercier les gens qui ont voté pour ce livre parce que, enfin, on a un livre qui est quand même assez court. Ça nous fait donc 4 livres. Et moi, habituellement, mes vlogs lecture, c'est de la limite. Mais il y a 2 autres livres que je vais peut-être ajouter. Je vais peut-être pas lire les 2, mais je vais peut-être en lire un de plus. En tout cas, le premier, c'est The Charm Offensive de Alison Cochrane. C'est une romance qui me fait envie, j'entends que des bonnes choses. Je pense que je pourrais apprécier. Et l'autre, grosse surprise, j'avais mentionné dans ma vidéo Les Oiseaux du Temps de Amar El-Motar et Max Gladstone, et j'ai reçu tellement de commentaires de gens qui avaient adoré ce livre et qui me le recommandaient. Donc voilà, je pense que je vais l'ajouter à ce vlog. Je m'attendais pas à ce qu'on m'en parle autant, mais ma curiosité est piquée. Bref, c'est le moment d'aller lire, parce que je pense que je vais devoir lire beaucoup dans les prochaines semaines. Bonsoir. Ce que je m'apprête à faire est absolument une mauvaise idée. Parce que présentement, il est minuit et demi. Et je sais pas pourquoi j'ai choisi ce moment pour venir essayer de vous résumer La Maison des Feuilles. J'ai pas fini. Je suis à la page 425. Mais j'ai tellement de pensées qu'il faut que je commence à vous en parler maintenant. Donc, ce livre, je savais en m'embarquant dedans que ce serait une expérience particulière, une expérience très demandante. Et oui, absolument. Donc, de quoi ça parle? Il va falloir que je vous présente le résumé en étages. Le premier étage, je dirais, c'est qu'on suit un jeune homme qui tombe sur une tonne de documents d'un vieil homme qui est décédé récemment. Et ces documents commentent un film documentaire qui suit les aventures et les découvertes d'une famille qui vit dans une maison dont les dimensions ne respectent aucun sens. Genre, le film commence avec le père qui mesure la maison et l'intérieur est plus grand que l'extérieur. Et ça évolue. Donc voilà, on lit les commentaires du jeune homme qui commente les commentaires et l'analyse du vieil homme sur un film
qui n'existe pas. Le film n'existe pas. L'analyse du vieil homme arrête pas de mentionner des citations de personnes très connues, genre Stephen King, mais ces gens, même dans le livre, ont absolument aucune idée c'est quoi ce film-là. Donc on lit une analyse vraiment détaillée. Je mets l'accent sur le vraiment, mais c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors, bref. C'est un concept absolument génial. Juste avec ce concept, à lui seul, je serais comme « Oh oui, on a du gros potentiel de coup de cœur ». Le truc, c'est que ce livre est à la fois fascinant et profondément désagréable à traverser. Je vais vous mettre à l'écran quelques exemples de pages qu'on doit traverser à répétition. C'est un format vraiment compliqué à lire parce que la majorité du temps, t'as comme 2 trucs en même temps qui se passent séparés sur la page que tu dois décider de lire lequel en premier, donc c'est particulier. Je vous avoue que pendant les 100 premières pages, je trouvais ça à comme 90% désagréable, mais plus on en a appris sur la maison, plus j'ai été charmée, et là, je dirais que le pourcentage, je pense qu'on est monté à un 70% de passages agréables. On est passé de quelque chose qui était un petit peu une torture à lire à quelque chose que j'ai pas envie d'arrêter de lire. Donc, je sais absolument pas à quoi m'attendre pour la suite. Et je dis ça au niveau de l'histoire, mais aussi au niveau de mon appréciation personnelle. Parce que disons que j'adore absolument les 200 dernières pages, mais j'ai pas du tout aimé les 100 premières. Qu'est-ce qu'on fait dans un scénario comme ça? Je sais pas. Mais ce week-end, je vais terminer ce livre. Et on s'en reparle. On va découvrir tout ça. Vous voyez ça? Ça, c'est le visage de quelqu'un qui est libéré de la Maison des Feuilles. C'est fini! Pendant tout le long de ma lecture, je me suis battue avec moi-même pour savoir comment est-ce que je me sentais par rapport à ce que je lisais. Et là, le combat est fini. La seule chose qui me reste à faire, c'est d'essayer de vocaliser tout ça pour vous. C'est pas évident. Ouais, je pense que je suis en train de célébrer un peu trop vite. J'aimerais commencer par dire que l'auteur est absolument fou. Absolument fou. Mais savez-vous quoi? Moi, je respecte ça de la folie dans une œuvre. J'ai aucun problème avec la folie des auteurs. Allez-y, c'est pour ça qu'on est là. Mais la partie que je comprends un peu moins, c'est la folie des éditeurs qui ont accepté d'éditer ce livre-là. Pas parce que je pense qu'ils auraient pas dû le faire. Genre, je suis contente que ce livre existe, je suis contente de l'avoir lu. Mais comment est-ce que tu te fais donner ce manuscrit-là et que tu arrives à l'éditer avec ce résultat-là? C'est un livre qui est plein de choses qui sont comme pas nécessaires. Chaque page avait plein de notes de bas de page avec des références de trucs qui n'existent pas pour donner l'impression que c'est un document qui est commenté, que c'est bel et bien une analyse extrêmement retravaillée, mais il y a des milliers de références là-dedans, mais qui n'existent pas. Comment, en tant qu'éditeur, tu décides « Ouais, ce truc-là qui n'existe pas, ok ». Celui-là, non, je comprends juste pas le travail qui a été nécessaire pour faire ce livre-là, je suis à terre. Genre, littéralement, je vous parle, je suis à terre. En tout cas, une part de moi comprend pourquoi ce livre-là se retrouve dans la liste des coups de cœur de plusieurs personnes. Je vois exactement ce qui a fait que Karine, Paper Palace et d'autres de mes amis ont aimé. Parce que les moments forts de ce livre-là sont incroyables. Ce qui est bon là-dedans, c'est pas juste bon. Mais le problème, c'est que ce qui est déplaisant est incroyablement déplaisant aussi. C'est un livre des extrêmes. Tout est dans l'extrême. J'avais raison de me demander comment j'allais noter ce livre-là parce que j'en ai aucune idée. J'ai trouvé que la majorité des chapitres, c'est pas des chapitres, il y a 4 histoires qui se passent en même temps dans le livre que tu dois lire. En tout cas, la majorité des passages à propos du jeune homme qui lisait le livre du vieil homme à propos du film qui n'existe pas, je les trouvais très difficiles à lire. Et si ce livre a pas été un coup de cœur pour moi, ben je pense que c'est majoritairement à cause de ça. Le gars, il aimait tellement ça, faire des phrases qui duraient une page entière, juste avec des virgules et des virgules, des énumérations. Et on suivait dans sa vie qui couchait avec telle et telle fille. Et je vais pas dire que je comprends pas pourquoi ça faisait partie du livre, mais je comprends pourquoi moi j'ai pas apprécié. C'était juste désagréable. Donc c'est ça. Comment tu notes un livre qui a des trucs qui font partie des trucs les plus géniaux que t'as jamais lus de ta vie, mais à côté, t'as des centaines de pages de douleur littéraire? Bref, c'était toute une expérience. Si vraiment il fallait que je me force pour vous donner une note, je pense qu'en ce moment, ce serait un 3.5, mais il faut considérer que dans ce 3.5-là, il y a des aspects qui sont des 5 étoiles et d'autres qui sont des 1.5. Donc voilà, on commence le vlog sur je sais pas quoi. Je sais pas sur quoi on a commencé. Écoutez, c'était quelque chose d'inoubliable. On peut pas oublier ce truc-là. Donc c'est ça. Merci d'avoir voté pour que je le lise. Et là, on va y aller dans un contraste absolument intense parce que je vais lire Twin Crowns. Bye! Bon matin, je suis à 46% de Twin Crowns. Vas-tu me laisser en parler, toi? Ok, voyons voir si je suis capable de vous donner tout le résumé avant qu'elle parte.
Donc Twin Crowns, c'est une fantaisie jeune adulte qui suit deux personnages qui sont deux sœurs jumelles. Elles ont été séparées à la naissance. Il y en a une qui est devenue... Vas-y! Il y en a une qui est devenue la princesse qui va hériter du royaume et l'autre a été secrètement élevée avec les sorcières qui sont vues comme l'ennemi du royaume. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les parents des jumelles ont été assassinés et l'histoire qui est expliquée dans le royaume, c'est que ce sont les sorcières qui ont tué les parents, alors que la vérité, c'est que le coupable, c'est celui qui a pris le pouvoir après le meurtre des parents et qui essaie d'exterminer les sorcières pour juste maintenir son pouvoir. Donc le clan des sorcières a déterminé un plan pour reprendre contrôle du royaume et ce plan, c'est de kidnapper la jumelle princesse et de la remplacer par la jumelle sorcière. Donc c'est à partir de là que le livre commence et on suit ensuite le point de vue de chaque sœur en alternance. Pour l'instant, je dirais que j'aime bien. Il y a comme pas grand chose que j'adore, mais il y a rien que je déteste. On m'avait dit que c'était une lecture qui était peut-être un peu fade et je le goûte. Je goûte le manque de saveur dans ma bouche présentement. Mais c'est pas que du négatif, parce que je dirais que j'apprécie les deux intérêts masculins. Genre chaque sœur a sa propre histoire, bien évidemment, et si la romance se dirige bien dans ces deux directions, je suis d'accord. Par contre, Miss Wren, qui est la sœur qui a été élevée avec les sorcières. La fille, elle s'est entraînée toute sa vie pour remplacer sa sœur. Dites-moi donc pourquoi, dans ce cas-là, elle est aussi nulle. Elle fait les pires choses. Genre, je comprends que tu peux pas être parfait. Tu peux pas tout planifier, tout préparer. Mais tous ces chapitres, c'est juste elle qui prend un risque qui est pas nécessaire et qui passe à deux doigts de se faire démasquer. J'avoue qu'à cause de ça, j'ai pas énormément de plaisir quand c'est son point de vue. Je suis quand même intéressée au développement de l'histoire. Je veux savoir comment ça va déboucher. Mais je trouve qu'il y aurait moyen de prendre la même histoire et de la faire d'une manière un peu plus intéressante. Donc c'est ça. Pour l'instant, c'est pas un avis négatif, mais je dirais pas que c'est un avis extrêmement positif non plus. Je me situe comme à un 3 étoiles et j'espère que ça va basculer du côté positif. Bonjour, j'ai fini Twin Crowns. Je me doutais que ce serait pas un coup de cœur, mais je m'avoue un petit peu déçue parce que pendant tout le long du livre, je me dis bon, c'est peut-être pas la meilleure expérience de ma vie, mais il y a rien qui me dérange énormément, sauf pour le fait que Wren, elle répétait tout le temps que son garde chéri avait des stormy eyes, storm in his eyes. J'avais compris à la deuxième fois, à la 15e, j'avais un petit peu envie de changer de pays. Tu vas me causer du trouble, toi, hein? Mais bon, c'était certainement un livre qui avait des faiblesses au niveau peut-être du texte, de l'histoire, mais rien de comme excessivement dérangeant, donc je dirais que pendant la majorité du livre, je passais un bon moment. J'étais comme, ah, pourquoi pas. Par contre, la dernière partie du livre est arrivée et c'est là que ça m'a un peu perdue. En fait, c'est drôle parce que je me préparais à vous faire une update pour vous dire, hey, une fois qu'on arrive dans les événements de la fin et que les sœurs enfin se rencontrent, ben, ça devient vraiment plus agréable. Et c'était vrai, jusqu'à ce que ça ne le devienne plus. J'ai tellement pas aimé les événements de la fin. C'était pas satisfaisant, c'était frustrant. J'ai terminé le livre en sachant qu'il y avait un tome 2 et j'étais comme, jamais, je refuse. Ce que je trouve dommage, c'est que c'est un livre qui avait les aspects pour me plaire. Je suis quand même difficile avec mes fantaisies, mais quand j'analyse les éléments de l'histoire en tant que telle, ben c'est vraiment tous des trucs qui peuvent me plaire, mais la manière qui ont été introduits, les chemins qui ont été pris, ben ça floppe avec moi. Je suis jamais tout à fait à l'aise de dire ce commentaire-là parce que je trouve qu'en tant qu'auteuriste, c'est probablement la chose la plus blessante qu'on peut s'entendre. Ok, je sais pas j'étais sur quelle planète, mais depuis tout ce temps-là, il y a deux autrices sur le livre. Ce livre a été écrit par deux personnes. Je dis uniquement Catherine Doyle depuis le début, mais il y a Catherine Weber qui est aussi là. Mais il y a aucune chance que l'autrice de ce livre entende ça, donc je peux le dire. Et c'est que je pense que ça aurait pu... Hey, t'es-tu en train de gratter ma chaise? Ce que j'allais dire, c'est que je pense que c'est un livre que j'aurais pu aimer s'il avait été écrit par quelqu'un d'autre. C'est triste à dire, mais c'est ça. C'était pas que du négatif. Il y avait des personnages que j'aimais, il y avait des choses que j'aimais, mais j'ai juste l'impression que ça n'a pas été poussé de la façon que je le souhaitais et que j'aimerais lire une même version de ce livre, mais écrite par quelqu'un qui a poussé ces choses-là. Ce mot ne voulait pas sortir de ma bouche. Et avant de finir cette petite critique, il y a quelque chose que je n'ai pas compris et c'est comme un mini spoiler. Mais si vous ne voulez rien savoir sur ce livre, ben skippez autant que j'ai mis ici. Mais ça concerne la réaction de certains personnages. Parce que, tu sais, c'est un livre pendant lequel Wren, la sœur qui a été élevée avec les sorcières, fait semblant qu'elle est sa sœur et qu'elle est une princesse et non pas une sorcière. Et elle se rapproche d'un certain garde, ça devient une petite tension, sauf que une petite tension qui aboutit pas parce que le garde, ben, il pense qu'elle est fiancée, qu'elle a des sentiments envers l'homme à qui elle est fiancée. Et donc là, vers la fin du livre, quand ce garde découvre que la fille envers qui il a de l'intérêt lui ment depuis le début, et non seulement ça, elle est une sorcière, ce qui est l'ennemi du royaume, dangereux, je vous jure que sa seule réaction, la première chose qui est sortie de la bouche de cet homme, c'était « Cela signifie donc
que tu es célibataire? Tu n'es pas fiancé? Genre, je peux comprendre cette réaction. Je pense que c'est un soulagement qui est naturel, mais j'ai l'impression qu'avant ça, il aurait dû avoir une petite réaction face au fait qu'elle lui montait depuis tout ce temps, qu'elle était une ennemie. Je ne comprends pas comment ce garde, qui est un soldat extrêmement loyal à son pays, il fait juste se battre dans la vie, il s'est pas posé une question à propos de Ren. 2 minutes après, il était contre le mur en train de la frencher profondément. Donc c'est ça, c'est pas une réussite pour moi. Est-ce que je suis contente d'avoir lu le livre? J'aurais dit oui avant la fin. Avant la fin, j'aurais donné 3 étoiles, ce qui est une note quand même potable pour moi. Mais là, c'est un 2.75. Je suis déçue, mais personne n'est surpris, honnêtement. Je savais que c'était une mauvaise idée d'inclure ce livre à ce vlog, mais vous avez voté pour et j'avais envie de le lire. Donc maintenant, on passe au suivant. Bon matin, j'ai faim, donc je viens vous faire rapidement 2 mises à jour, mais je vais vous reparler plus tard. Ok, la première mise à jour, c'est que j'ai terminé Les Oiseaux du Temps de Amar El-Motar et Max Gladstone. Sauf que je suis dans l'impossibilité intellectuelle de vous dire c'est quoi mon avis présentement. Je pense que j'ai besoin de comme 1 semaine, 2 semaines pour méditer là-dessus et venir vous dire c'est quoi que j'en ai pensé. Deuxièmement, je suis à 50% de Piranèse. Et c'est particulier parce que je dirais que les 50 premières pages, je les aimais pas du tout. En fait, si c'était pas du contexte de ce vlog, je pense que j'aurais peut-être même abandonné. Il y a quelque chose dans le texte qui m'énervait beaucoup, je vais vous le montrer plus tard. Mais là, j'ai continué et j'apprécie. Donc, je suis très contente de ne pas avoir abandonné. Ça commence à se diriger dans une direction à laquelle je m'attendais pas. Donc là, on a quitté comme les passages descriptifs un peu flous et on est dans des dialogues, dans de l'information. Donc, j'aime ça. Nous sommes samedi matin. Mon objectif pour ce week-end, c'est de terminer Piranèse. Après ça, je vais vous en parler. Bye! Ok, c'est quand même incroyable à quel point j'ai aimé Piranèse. Genre, au début, je le sentais tellement pas. Il y a littéralement une version de cet univers où je l'ai abandonné au début. Très contente de ne pas l'avoir fait dans celui-ci. Donc, Piranèse, de quoi ça parlait? Je sais même pas ça entre dans quel genre littéraire. Est-ce que c'est du fantastique? Est-ce que c'est de la mythologie? Je sais pas. Mais on suit Piranèse, qui vit dans un endroit qui est comme une maison, un palais, qui est en quelque sorte infini. Il y a des centaines et des centaines de pièces. Dans ces pièces, il y a des centaines de statues et des marées qui montent et qui descendent et qui font des déluges dans certaines pièces, donc danger. Et Piranèse, lui, ben, il tient un journal où il explore toutes les pièces, il note tout ce qu'il voit. Et il y a une autre personne dans cet endroit qui s'appelle l'autre et à qui il vient échanger et faire des rapports. C'est définitivement le genre de livre qui nous plonge dans son univers très détaillé et particulier, mais sans explication. Et moi, le truc qui a fait que j'ai passé très près de l'abandonner, c'est que mon cerveau était incapable de digérer ce que je lisais. Parce que tout ce qui fait référence aux pièces, aux trucs du palais, sont tous écrits avec une lettre majuscule au début. Je vais vous mettre à l'écran un exemple d'une page et toutes les pages sont comme ça. Et moi, le problème, c'est que mon cerveau les lit comme ça. La pleine lune déclinait à l'ouest, la lumière baissa dans la salle et les constellations brillèrent plus fort dans la fenêtre face à la porte. Je sais qu'il y a un texte devant moi et que je suis supposée être capable de le comprendre. Mais juste la présence de ces majuscules-là, ça voulait pas là-dedans. Sauf qu'une fois le seuil passé des 60-75 pages, on commence à avoir beaucoup plus d'interaction avec d'autres personnages. On commence à comprendre qu'est-ce qui se trame réellement, et là, ben, mon cerveau, il était plus constamment en train de se faire tirer des majuscules à la figure, donc j'ai pu comprendre quelque chose. Et ce que j'ai compris était bien sympathique. Je pensais tellement pas que ça allait dans cette direction-là, j'ai aimé. J'étais pas certaine avec la fin du livre parce que je trouvais qu'on aurait pu y aller un peu plus chaotique, mais la beauté de la dernière page, pour moi, c'est ce qui a sauvé le tout. Donc, c'est un livre auquel je donne 4.25 et si c'était pas du début qui a été difficile, je pense que ça aurait pu être un 4.5. Donc je pense que nous avons la réelle première, vraie réussite de ce vlog. Maintenant, je pense que je vais essayer de vous parler des Oiseaux du Temps de Amar El-Motar et Max Gladstone. Je vais commencer, je sais pas si je vais réussir, mais si j'en parle pas là, je sais même pas si je vais réussir à comme me décider sur mes pensées avant la fin de ce vlog, avant le moment où je dois publier. Donc je me dis bon, j'en parle là. De toute façon, ça faisait partie des lectures bonus, donc hey, mon vlog, je fais ce que je veux. Alors ça, c'est une science-fiction romantique, ou plutôt c'est une romance avec de la science-fiction. Genre c'est vraiment axé sur la romance, mais je dirais pas que c'est le genre de romance qui est accessible pour les personnes qui aiment pas du tout la science-fiction non plus. Parce que cette histoire, en fait, c'est celle de 2 agentes de guerre qui font partie de clans opposés et qui utilisent les voyages dans le temps pour comme faire des coups et faire des avancées dans la guerre. C'est un petit peu compliqué à expliquer et c'est un petit peu compliqué à comprendre parce que c'est jamais
jamais très bien expliqué non plus dans le livre. Mais donc, on suit le développement de leur relation parce qu'elle se laisse, à travers des moments dans le temps, des lettres. Et donc c'est ça, ce sont deux ennemis qui deviennent finalement les seules personnes dans la vie l'une de l'autre. C'est un livre qui a une plume très... Je sais même pas c'est quoi le mot pour la décrire, mais il y a beaucoup de prose. Et d'un côté, j'ai trouvé ça extrêmement bien écrit, et d'un autre, c'était peut-être un peu trop bien écrit pour moi. Et l'aspect qui fait que j'ai de la difficulté à savoir c'est quoi mon avis exactement, c'est que j'ai lu ce livre à la fois en numérique et en audio, et j'ai fait le test à plusieurs reprises dans le passé, et habituellement, mon avis reste le même. Qu'un texte soit écrit ou en audio, j'ai le même avis. Sauf que dans ce cas-ci, je trouvais que j'arrivais vraiment plus à saisir la prose, à l'apprécier dans l'audio. Visuellement, je trouvais ça difficile. Surtout avec le fait que chaque chapitre du livre se déroule dans un moment différent dans le temps, dans un scénario que tu comprends rien. C'est vraiment le genre de science-fiction où ça te met des noms, puis des concepts, puis ça t'explique rien, puis c'est quelque chose que je déteste habituellement dans les science-fiction parce que je trouve que ça donne une mauvaise impression du genre. C'est la même chose pour Ceux qu'il nous faut retrouver de Joanne Ha. Je trouvais que ça faisait trop comme « Hey, regardez, on est dans une version futuriste où il y a des termes que vous connaissez pas, mais moi je vous les explique pas. » Sauf que dans Les Oiseaux du temps, oui, ok, l'impact des informations, c'est effectivement qu'on comprend rien. Mais j'ai pas l'impression non plus que c'est tout à fait maladroit. Il y a quand même un plaisir désorientant qu'on découvre au fil du livre à se retrouver dans ces situations différentes-là à chaque fois. Et un autre aspect sur lequel j'arrive pas à me décider, c'est que c'est quand même répétitif comme schéma. T'as la fille dans une situation et oh, elle va découvrir la lettre qui va être cachée sous un format différent à chaque fois. Et tu sais exactement comment le chapitre termine toutes les fois. Et je dirais que pendant la première moitié du roman, je trouvais ça un peu lourd. Mais pendant la deuxième, je sais pas, on dirait que je voyais que c'était l'intention des auteurs. Et même si je pouvais pas dire que j'adorais ça, je pouvais pas dire que je leur en voulais d'avoir fait ce choix et qu'ils auraient dû faire un choix différent. Donc, pour moi, je sais pas du tout c'est quoi mon appréciation de ce livre. Il y a des moments où je suis comme c'est un 3.75. Il y a des moments où je suis comme c'est un 3.25. Il y en a d'autres où je suis comme c'est un 4 étoiles. Je sais pas. Je vais voir l'impact du temps. C'est particulier. Donc voilà, ce sont toutes les mises à jour que j'ai à faire. Ça signifie donc que la dernière lecture de ce vlog, Babel de R.F. Kuang, peut commencer. C'est parti. Il faut que ce soit une victoire. On termine le vlog sur une victoire. Bye! Rebonjour. Je suis à plus de la moitié de Babel, donc j'ai dépassé les 300 pages. Alors je pense que c'est le temps d'une petite mise à jour. Pour vous expliquer de quoi ça parle, je dirais que Babel, c'est de la fantaisie historique qui se déroule dans les années 1800 à Oxford, dans une tour qui est dédiée à la traduction, parce qu'en fait, dans ce monde, la traduction, c'est un pouvoir magique. La forme de monnaie qui fait avancer la société, ce sont des barres d'argent dans lesquelles ont été gravés deux mots de deux langues différentes, mais qui expriment un certain sens et ça donne à la barre le pouvoir de faire ce sens-là. Donc genre par exemple, sur des bateaux, il y aurait des barres où c'est écrit flotter. Mais dans ce cas-là, je suis pas certaine parce que je pense que les bateaux, ils ont pas besoin de ça pour flotter. En tout cas, c'est une magie très intéressante. Mais je dis ça, mais je veux pas que vous pensiez non plus que c'est un livre vraiment de magie. Pour l'instant, tout ce que j'ai lu se déroulait dans le contexte scolaire. Il y a beaucoup d'apprentissage, mais c'est pas nécessairement de l'apprentissage de la magie. C'est un livre à propos de la traduction. Et j'avais peur que ce soit trop compliqué pour moi, trop lourd, mais je dirais que pour l'instant, il n'y a jamais eu de passage que j'ai trouvé difficile ou ennuyant. Il y a des pages peut-être, mais jamais des passages. C'est incroyable le niveau de recherche que R.F. Kuang a fait pour ce livre. Genre les cours de traduction, tu les vis avec les personnages, t'as des choses qui te sont expliquées et de ce que je peux voir, tout a du sens. Donc la fille, elle a dû chercher tout ça, là. Je peux pas imaginer le travail qui a été nécessaire pour créer ce truc-là. Je lui dis bravo. Sinon, j'aime beaucoup les personnages. Je les trouve très bien écrits. On a affaire à comme un petit groupe de 4 amis qui sont tous rejetés par la société d'une façon ou d'une autre à cause de leur minorité. Et je trouve vraiment que les liens entre eux sont extrêmement réaliste. Genre, ces gens-là pourraient absolument exister à mes yeux, là, y a pas de doute. C'est comme indiqué dès le début que leur relation va peut-être pas survivre à ce livre-là et j'ai peur. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais j'ai peur. Donc voilà, pour l'instant, mon avis est positif. Je sais pas si ça a le potentiel d'être un coup de cœur. Genre, c'est une solide lecture, c'est très agréable. Mais il y a quelque chose. Et je suis pas certaine de savoir c'est quoi, mais j'ai une petite idée, mais je vous en parle pas tout de suite. Je vais finir le livre et je vais voir si c'est vraiment ça ou pas. À bientôt! Eh ben,
j'ai terminé ma belle. Et là, je suis en deuil. Je suis en deuil de ce que ce livre a passé si près d'être. Ce livre, c'est de la qualité. J'ai vraiment aimé. Mais je sais que j'aurais pu encore plus aimer s'il y avait juste eu un ou deux changements. Parce que ce qui est vraiment frustrant, là, c'est que R.F. Kuang, elle avait tout. Elle a écrit un livre pour discuter du colonialisme et du racisme. Ce livre, c'est un parallèle exact. L'invention de Babel, tout ce qu'il y a autour, c'est le contexte le plus parfait que j'ai jamais croisé dans ma vie pour vraiment exposer c'est quoi la nature du colonialisme et son impact. Elle avait tous les outils entre ses mains, des outils qu'elle avait elle-même bâtis et créés pour arriver au but de son livre. Mais le problème, et c'est le problème dont je parlais dans le clip précédent, c'est que dès la page 1, on sait déjà que c'est ça. Dès le départ, tout est expliqué très clairement. Voici ce que l'Empire fait. C'est du colonialisme, c'est horrible. Les gens sont racistes. Honnêtement, j'aimerais dire là-dessus, si vous vivez du racisme dans votre vie, vous aurez peut-être pas envie de lire ça. Parce que je suis certaine que les gens ont déjà été, le sont peut-être encore aussi ouvertement racistes vocalement, mais c'était quelque chose. Ça rend pas la chose plus facile à vivre, à lire. En tout cas, j'ai un immense respect avec ce qu'elle a voulu dire avec ce livre. Je suis entièrement d'accord avec le message, mais même si le message est bon, il est répété à chaque chapitre, alors que c'était pas nécessaire. Elle avait déjà mis en place tous les éléments parfaits pour que si, par je sais pas quel miracle, le lecteur, avant de lire ce livre, il comprenait pas c'était quoi l'impact du colonialisme, blablabla, mais qu'il soit forcé de le réaliser. Genre, honnêtement, si tu lisais ce livre et que tu comprenais pas ce que ce livre voulait dire, ben rendu là, c'est pas de l'ignorance, c'est vraiment tu choisis de pas comprendre, là. Donc ça me frustre beaucoup parce que ce livre, avec juste un peu plus de patience dans son message, un peu plus de subtilité, ça aurait été le moment de l'année. Faut que je change de livre demain, j'ai mal. Mais sinon, comme mentionné, j'ai aimé. Ça a été vraiment... Les 200 dernières pages, là, c'est un livre que j'ai jamais trouvé ennuyant. C'est sûr qu'il y aurait pu peut-être avoir plus d'action dans la première moitié. Mais les 200 dernières pages m'ont servi. Il y avait de la douleur était prévisible, mais ça faisait quand même mal. J'étais absolument là avec les personnages dans... Tout. Outre le manque de subtilité, le seul autre truc que je dirais qui m'a empêché d'avoir un coup de cœur pour ce livre, c'est que, bon, si vous ouvrez ce livre parce que vous voulez lire de la fantasy ou genre du fantastique, vous allez être sévèrement laissé sur votre faim. Tout l'aspect de la magie avec la traduction et tout, c'est pas beaucoup utilisé. C'est rarement utilisé. Et c'était tellement intéressant que moi, même si en général je suis plus team réalité que fantasy, ben j'aurais aimé ça qu'il y en ait un petit peu plus. Bon, la fille était occupée à brûler l'Empire, que veux-tu? En tout cas, je pense que je comprends pourquoi ce livre était au sommet de beaucoup des top 10. C'est absolument une lecture marquante et je pense que si on peut mettre de côté la répétition du thème et des explications, ben, c'est vraiment quelque chose. J'ai l'impression que j'ai encore plein de choses à dire là-dessus, mais présentement, je sais pas comment continuer à en parler. Je l'ai terminé hier et j'ai l'impression que j'ai pas encore tout à fait digéré. Mais, pour ce qui est de ma note finale, je dirais que c'est un 4.25. On aurait pu monter plus haut, mais on est quand même monté haut. Alors, c'est ce qui conclut cette expérience. La conclusion que je tire de ce vlog, c'est que si je lis les livres recommandés par les booktubers, je vais avoir les expériences les plus confuses et mitigées de ma vie. Mais savez-vous quoi? C'est quelque chose que je considère comme précieux. Des livres qui nous bousculent de l'intérieur comme ça, c'est toujours marquant. Donc même si aujourd'hui j'ai pas réussi à trouver de 5 étoiles, je pense que tous les titres de cette liste, mis à part Twin Crowns, je suis désolée, vont me rester en tête. Et ça, je dirais que c'est de la victoire. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie les booktubers que j'ai mis au test aujourd'hui. De mon côté, c'est que de l'amour. Laissez-moi savoir dans un commentaire si vous avez déjà mis au test un livre que j'avais recommandé. Et est-ce que je vous ai aidé à faire une bonne lecture ou pas du tout? Sinon, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hey, ça coûte rien et vous allez peut-être me revoir la face très bientôt. Je poste régulièrement. Habituellement, c'est le vendredi à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Mais là, je sais pas, niveau santé, c'est difficile, donc on va voir. S'il y a des changements à l'horaire, je vous en reparle. Bye!